Connaissance, recherche, sciences, et sciences mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférence, archéologie, environnement, nature. Je vais demander à John Newsinger de venir à la tribune. Alors John Newsinger est professeur à l'université de Bath-Spa en Grande-Bretagne et il est, entre autres choses, l'auteur d'un livre tout à fait remarquable, Orwell's Politics, qui a été traduit en français en 2006 sous le titre La politique selon Orwell, qui est une sorte de biographie politique d'Orwell, hein, où il retrace l'itinéraire politique d'Orwell depuis sa jeunesse jusqu'à sa mort, et où il montre notamment l'enracinement très fort de la pensée et de l'action d'Orwell dans les idées d'un socialisme à la fois radical, égalitaire et à connotation, on va dire, à connotation, Orwell n'était pas un anarchiste, mais à connotation libertaire. John, vous avez la parole. Merci. J'aimerais commencer d'une façon tout à fait orwellienne, à partir de 1984, en vous saluant à partir de l'Allemagne libérale, une Allemagne où, à l'heure actuelle, vous avez des universités où le département de philosophie sont en train d'être fermés pour des raisons d'économie de coûts. Et même à mon université, l'année dernière, il y avait un comité de validation. On me demandait quelles étaient mes intentions pour intégrer la formation de l'entreprise, sens d'entreprise dans mon cours sur George Orwell. Vous savez, on ne vous salue pas à partir du monde du grand frère, de Big Brother. On vous salue plutôt à partir du monde de la nouvelle austérité. Mais pour dire vrai, il parle en fait de l'austérité pour certains, mais pas pour tous. Pour nous, pour ainsi dire, mais pas pour nous, pas pour eux. Et c'est une vérité qui ne va pas être claironnée sur les toits. Orwell, effectivement, c'est un personnage tout à fait intéressant. Je soupçonne, cela dit, que sa pertinence va croître dans le monde vers lequel nous allons. Cela dit, j'aimerais commencer en disant quelques mots sur sa politique en règle générale. Parfois, on parle de lui de manière tout à fait fausse, comme étant faisant partie du parti Tory. Ce n'est pas le cas. Il n'était pas un anarchiste non plus. Si on regarde la politique d'Orwell, en effet, c'était quelqu'un qui avait toujours quelque chose en cours. Ses idées ont toujours changé pendant toute sa vie. Lorsqu'il a rencontré des circonstances particulières, ses idées se sont développées. Et on peut être plus ou moins certain qu'à certain stade de la vie, qu'il pensait des choses. Mais ce que j'aimerais faire, c'est dire quelques mots de manière un peu plus détaillée sur ses idées vers la fin de la vie, fin de sa vie. Orwell a écrit un article en 1947 qui est paru dans Partisan Review, un magazine américain. C'était sur l'avenir du socialisme. Il y avait aussi Granville Hicks, anciennement membre du Parti communiste américain, Sidney Hook, qui était à un moment donné un marxiste et membre d'une organisation d'extrême gauche, Arthur Sledge Jr. et Victor Surge. C'était parmi les différents contributeurs. Ce qui est intéressant, c'était à une époque où Orwell était en train d'écrire 1984, et on peut dire que pour ce qui est du socialisme, la contribution d'Orwell était la plus optimiste. Il faut savoir que le mot le plus, optimiste le plus, c'est un mot qui est uniquement pertinent en sachant quel était le degré de pessimisme des autres. Orwell pensait que dans le monde auquel on était confronté en 1977, pour les socialistes, la situation était tout à fait sombre. Et Orwell a indiqué ce qu'il considérait comme étant les trois scénarios les plus
possible pour le monde en 1947. Tout d'abord, il a dit qu'il y avait une forte probabilité que les États-Unis allaient lancer une attaque nucléaire de manière préemptivement sur l'Union soviétique qui allait entraîner une nouvelle ère d'empire, la destruction de l'Union soviétique et une nouvelle ère d'empire qui dominerait la Terre. La deuxième possibilité qu'il a soulignée, c'est que les Russes ont du temps pour développer leurs propres armements nucléaires. Et il y aura donc un échange nucléaire qui détruirait le monde, qui laisserait les survivants, qui, selon Orwell, seraient une centaine de millions de personnes qui vivraient dans ces situations où uniquement ils allaient compter sur l'agriculture. C'était la deuxième hypothèse. La troisième hypothèse, probable, selon Orwell, c'était la division du monde entre des États, des super-États totalitariens. C'était le scénario de 1984, si vous voulez, la troisième possibilité, où on aurait effectivement des régimes fortement armés qui seraient à la tête de super-États grâce à la terreur. Quelle était l'alternative? Qu'est-ce que les socialistes devaient faire pour tenter d'éviter ces trois alternatives terribles pour construire un meilleur avenir? Orwell a pensé que les possibilités d'avancement étaient tout à fait minces, que l'équilibre des forces était tel que le pire résultat serait peut-être le plus probable. Mais il pensait que c'était le devoir des socialistes de ne pas abandonner, ne pas se rendre, mais autant que faire se peut, développer une réponse pour chercher comment construire un meilleur avenir avec les ressources disponibles à l'époque. Selon Orwell, à ses yeux, la seule chose et les mots utilisés, la seule chose qui vaut la peine de se battre à l'heure actuelle, c'est pour des États socialistes unis d'Europe. Il a dit dans son article dans la revue Partisan qui allait de manière intéressante vers l'unité de l'Europe. Je pense que c'est la déclaration la plus claire portant sur ses convictions politiques pour la fin de sa vie. Et cet article était demandé particulièrement pour une série dans un magazine qu'il prenait très au sérieux et avec lequel il participait pas mal pendant les années de la Deuxième Guerre mondiale. Selon Orwell, si l'on doit commencer à construire le socialisme quelque part, pour lui, il dit clairement que la mondialisation ne peut être qu'un système mondial. Mais néanmoins, il fallait essayer de construire une alternative socialiste dans une partie la plus grande possible du monde. Il pensait que l'Europe de l'Ouest, c'était un domaine où c'était très probable que cela se produise. En Europe de l'Ouest, c'était là où il y avait quelques possibilités de socialisme. Mais en même temps, il a identifié un grand nombre de facteurs qui, selon lui, œuvraient contre la réalisation de ce projet avec succès. Pour Orwell, par exemple, les États-Unis seraient certainement opposés à l'inauguration d'une Europe socialiste. C'est un pouvoir capitaliste, bien sûr, et ne souhaiterait donc pas voir une alternative socialiste. Il pensait que l'Union soviétique serait tout à fait opposée à la mise en œuvre d'une Europe socialiste. Pour Orwell, le stalinisme, c'était une perversion du socialisme et l'établissement d'un vrai socialisme serait une menace, un défi mortel pour l'existence du stalinisme. Il a également pensé que la Grande-Bretagne serait un problème pour la mise en œuvre des États socialistes unis d'Europe, parce que la Grande-Bretagne, à l'époque, et je ne pense pas que les choses aient beaucoup changé, était tout à fait subordonnée aux États-Unis et agirait et porterait la voix des États-Unis pour s'opposer à un tel développement en Europe. Et pour d'autres raisons aussi, en raison, en partie, du contexte, enfin, de la formation religieuse d'Orwell, qu'elle a pu même s'il a pu aller au-delà. Mais cela restait quand même. Il pense aussi que l'Église catholique serait un obstacle pour le socialisme. Lorsqu'Orwell est revenu de l'Espagne, il était très amical avec un prêtre du
d'une église d'Angleterre qui avait quelques hésitations en Espagne, puisqu'on brûlait les églises en Espagne. Et Orwell lui a dit « Restez tranquille, il ne brûle que les églises catholiques ». Et vous pensez bien que le prêtre en question trouvait ça pas agréable, mais tout au moins n'avait plus de crainte. Un point concernant le débat précédent. Quand on regarde l'Église d'Angleterre, en fait, il s'agit d'une Église qui ne croit pas entièrement qu'elle a raison. L'Église d'Angleterre, the Church of England, est très britannique, très modérée. Et elle espère avoir raison, mais elle pense qu'elle a probablement raison, mais n'est pas tout à fait sûre. Elle est tout à fait prête à accepter le fait qu'elle pourrait très bien se tromper. C'est un phénomène tout à fait britannique et c'est ce que l'on a lorsqu'on a une église qui est fondée sur la base d'un divorce, j'imagine. Ce que l'on a, c'est que Orwell, vers la fin de sa vie, est un socialiste très engagé, avec une vision très pessimiste du monde. Il pense que tout ira mal, mais en même temps, pour Orwell, c'est le devoir de l'individu moral de continuer à se battre pour ce qui est le mieux. Et il arrive à des conclusions assez fortes sur ce qui est le mieux. Un engagement tout à fait politique vrai. Même si 1984 a une tendance à aller au-delà, cette position dans certains journaux qui n'était pas très connus aux États-Unis, et d'ailleurs pas presque personne en Grande-Bretagne, et même en 1984, il y avait encore des matériaux qui étaient là, qui montraient clairement les engagements socialistes contenus chez Orwell. Et je pense que Orwell est resté engagé jusqu'à sa mort. Un point important lorsque l'on regarde une personne telle que Orwell, c'est qu'en fait, on n'a aucune idée quant à savoir comment ces idées seraient développées après sa mort. Je pense que cela peut nous amener à dire que jusqu'à sa mort, il y avait la pensée que le capitalisme était fini en tant que système. Le capitalisme ne pouvait plus développer les forces productrices. Le capitalisme avait atteint son maximum. Si Orwell avait vécu jusque dans les années 50, où cette proposition a été falsifiée, et où le capitalisme continuait à se développer en fournissant, en améliorant le niveau de vie, on ne sait pas comment Orwell aurait répondu. Ce que l'on a lorsque les gens pensent de ce que Orwell penserait d'aujourd'hui, c'est dans l'ensemble, ils aiment se dire que Orwell serait d'accord avec eux. Personnellement, je suis convaincu que Orwell serait d'accord avec moi-même et que les autres, ils ont tous tort. Mais cela dit, en règle générale, c'est la façon dont les gens pensent. Prenez un écrivain, Francis Morwell, un admirateur de Orwell. Il dirait que Orwell serait en faveur de la guerre en Irak. Alors que moi, je suis convaincu qu'il a tout à fait tort. Je suis d'accord avec John, par exemple, que John a raison, et vous avez raison. Vous savez, chacun prend sa position propre. Tout ce que l'on peut dire de manière certaine de Orwell, s'il était en vie aujourd'hui, c'est qu'il serait très vieux, plus de 100 ans, et il est très peu probable qu'on comprendrait beaucoup de choses à ce qu'il nous raconterait. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais ce que l'on peut dire, par contre, c'est que si Orwell avait abandonné sa politique socialiste, cela aurait été une rupture et non pas un développement. Mais cela ne veut pas dire que la rupture ne serait pas produite. On ne peut pas le savoir. Je pense que non. Mais c'est de l'espoir et non pas un savoir, parce que nous ne savons pas quelles étaient les idées ou comment les idées d'Orwell se seraient développées. J'aimerais vous parler un peu de Orwell, cela dit, et comme il est parvenu à ses idées vers la fin de sa vie. Je pense que vous le savez déjà peut-être, mais je pense néanmoins que c'est une bonne idée de le redire dans le détail. Orwell a fréquenté une école privée très coûteuse en Grande-Bretagne, peut-être la plus prestigieuse. C'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs. Je pense que vous savez peut-être que le Premier ministre David Cameron vient de Eton College, comme beaucoup d'autres membres du cabinet britannique. La situation ne s'est pas modifiée depuis. C'est encore une école pour les élites.
une école privée. Son père, c'est intéressant de le noter, était un responsable dans le département de l'opium en Inde. De manière très naïve, quand j'étais étudiant, je pensais que le département de l'opium était en train de lutter contre le commerce de l'opium. Alors qu'en fait, ce n'est que lorsque l'on devient un universitaire que l'on découvre qu'il était un responsable côté marketing, parce que l'Empire britannique dans cette région, eh bien, dans une certaine mesure, qui est niée dans le livre d'histoire, était fondée sur le commerce de la drogue. La reine Victoria était la plus grande commerçante de la drogue dans l'histoire du monde. Et généralement, ce n'est pas quelque chose qui est célébré dans le livre de l'histoire dans l'Empire britannique. Orwell ne va pas à l'université lorsqu'il quitte Eton. C'est un aventurier, un jeune aventurier, tout à fait engagé vis-à-vis des valeurs de l'Empire. Il était éduqué dans un environnement où l'Empire est fêté, loué, justifié comme une bonne chose. Non seulement la démonstration de l'importance des Britanniques, mais qui fait du bien pour les différents pays qui travaillent, enfin qui fonctionnent sous les règles coloniales. Orwell se joint à la force de police en Inde. Il est basé en Birmanie. Donc ce jeune homme est mis comme responsable de la police birmanienne. On lui donne des centaines de personnes qu'il doit superviser en maintenant la règle de l'ordre. Et ce que l'on obtient suite à cette expérience, la première expérience dans la décision de Orwell de changer de côté, c'est qu'il voit en Birmanie, au bout d'un certain temps, commence à le choquer. Il a une lutte interne. Ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement. Il y a tout un processus de lutte interne. Orwell doit réévaluer ses propres valeurs. Et dans une certaine mesure, cette lutte interne se voit dans le fait qu'il reçoit en Birmanie un magazine de l'extrême gauche qu'il lit et l'utilise pour s'entraîner au tir, parce que cela l'embête. Et lorsqu'il quitte la police coloniale, il se rend en Grande-Bretagne, il commence à écrire pour ce même magazine. Je pense que c'est que montre le fait de tirer contre les choses qui vont à l'encontre de ses croyances. C'est une bonne façon de voir comment il avait une lutte interne pour ce qui est de colonialisme. Et quand il revient, ce n'est pas simplement le rejet de colonialisme. Je dirais même que lorsque l'on regarde les idées d'Orwell s'agissant de la vérité, Orwell, ce n'était pas un philosophe universitaire, ce n'était pas un penseur universitaire. Ce que l'on a avec Orwell, c'est que l'importance de la vérité pour Orwell vient de la confrontation avec les mensonges. Avec Orwell, on a la reconnaissance du fait que ce qu'on lui a dit à propos de l'Empire, en réalité, n'est pas vrai. Comme un policier colonial, il était très bien placé, si vous voulez, pour constater que les histoires qu'on lui a racontées, c'était des mensonges. Parce que dans ses propres paroles, le fait d'être un policier colonial voulait dire que vous êtes en train de faire le sale boulot pour l'Empire. Je dirais que cela n'a pas beaucoup changé d'ailleurs. La police coloniale a fait effectivement le sale boulot pour l'Empire. Et la conclusion que l'on a tirée, c'est que la meilleure analogie pour l'Empire, c'est que les policiers, les soldats, tenaient les natifs alors que les hommes d'affaires étaient en train de leur vider la poche. C'est la conclusion à laquelle il est arrivé pour ce qui est de colonialisme. Tout ce qu'elle a dit par ailleurs, tout ce qu'elle a cru par ailleurs, pour Orwell, c'était quand même la réalité, c'était la vérité, et tout le reste c'était des mensonges. Même si les personnes y croyaient sincèrement, néanmoins, cela restait des mensonges. On peut le constater encore aujourd'hui si vous regardez les guerres coloniales passées et présentes. Ce sont des guerres qui sont toujours justifiées sur la base de prétextes qui existent pour convaincre les gens ordinaires, alors que les personnes qui commencent ces guerres savent quelles sont les véritables motivations. Ils n'annoncent pas quelles sont les véritables motivations publiquement, parce que ces personnes savent que la masse de gens ordinaires ne penserait pas que ces guerres pourraient être justifiées de manière légitime. Il faut mentir aux gens pour faire en sorte qu'ils soutiennent des guerres coloniales.
Si vous regardez la guerre de l'opium, la Grande-Bretagne impose donc le commerce de l'opium sur la Chine et néanmoins, lorsqu'on a vendu ces guerres à l'opinion publique britannique au XIXe siècle, c'était toujours l'agression chinoise qui entraînait une réponse forte de la part des Britanniques. C'était le prétexte pour ces guerres. La véritable cause de la guerre, c'était simplement pour imposer ce commerce très rentable, très destructeur à la Chine. Je pense que vous voyez la même chose avec la guerre en Irak, où vous avez un prétexte. Les armes de destruction massive ou tout autre prétexte qui serait lié à la guerre avec le temps, mais la véritable motivation de la guerre, c'était pour établir la domination américaine sur le Moyen-Orient. Ce n'était pas quelque chose que les gens seraient prêts à supporter, mais si on peut dire que la guerre, c'était une question d'autodéfense, là, l'opinion publique serait derrière. En fait, il s'agit d'un mensonge systématique. Je pense que Orwell se rend compte de cela à cette phase dans sa vie. Un autre point, c'est que moi je dirais que Orwell est un homme fort admirable à mes yeux, mais la difficulté pour embrasser l'égalité, la liberté et beaucoup de valeurs importantes. La difficulté qu'il avait, c'était l'égalité entre les sexes. Orwell, je pense, avait l'attitude sexiste que la plupart des hommes et beaucoup de femmes avaient à l'époque. Et Orwell, il faut le dire, et c'est dommage d'ailleurs, c'était pas un homme parfait. Orwell participait à l'exploitation sexuelle dans l'Empire à l'époque. C'était un homme imparfait comme nous tous, mais néanmoins, ce que nous avons, dirais-je, c'est qu'il a pris des décisions quand il était confronté à certaines situations où qu'il l'identifiait comme étant un homme moral qui était là pour défendre le juste. C'est comme cela qu'il s'est développé. Mais souvent, Orwell se trompait dans de nombreuses circonstances. Par exemple, lorsqu'il était lancé dans un débat où il est tout à fait injuste. Beaucoup d'entre nous aussi. Orwell, parfois, est tout à fait injuste avec ses opposants, ses ennemis. Il y avait beaucoup de choses qu'on peut dire à propos d'Orwell où son jugement était faux. Mais quand on regarde les décisions importantes, il prend une position, quel que soit le discours autour de lui, il adopte une position pour la vérité. Quelles que soient les conséquences, et c'est tout à fait admirable. Lorsque l'on regarde la situation, lorsqu'il revient en Grande-Bretagne, c'est intéressant de parler de la démocratie, parce que la conclusion tirée par Orwell, selon moi, c'est que la Grande-Bretagne dans les années 30, c'était une plutocratie. On avait une situation où, quel que soit le gouvernement au pouvoir, en fait, il gérait le pays pour le bien des riches. Orwell a vu la Grande-Bretagne comme un pays avec une démocratie formelle. Mais le fonctionnement du système était tel qu'il s'agit d'un gouvernement travailliste depuis 29 jusqu'en 31 ou un gouvernement de coalition avec les conservateurs, les anciens chefs du Parti travailliste et quelques libéraux. Un gouvernement de coalition. Mais de toute manière, les deux gouvernements géraient le pays pour les riches. Cela ne veut pas dire qu'Orwell ne pensait pas que la démocratie parlementaire était quelque chose de souhaitable. Mais c'est que Orwell a vu comme étant la valeur de la démocratie parlementaire dans les années 30. Il s'agissait davantage de liberté civile, beaucoup plus que de toute utilisation utile de mot démocratie. Orwell critiquait le Parti communiste au début des années 30 du fait de ne pas avoir reconnu l'importance de la liberté d'expression, ne pas recevoir l'importance de la liberté de l'arrestation arbitraire ou de ne pas reconnaître l'importance de la liberté d'organisation. Pour Orwell, c'était là les aspects véritablement importants de la démocratie en Grande-Bretagne dans les années 30, alors que la démocratie parlementaire, c'était dans l'ensemble. On peut dire, pour Orwell, c'était une illusion. La personne au pouvoir allait gérer le pays pour les riches.
Orwell rentre de Birmanie avec la certitude qu'il va mettre en place, qu'il va s'identifier plus avec les gens qui sont en bas de l'échelle sociale. Et au fil des années 30, il se rapproche vraiment de la classe ouvrière. Il devient un socialiste de type traditionnel dans bien des aspects. Il est tout à fait dédié au bien-être des classes laborieuses. Et son engagement avec la classe ouvrière, auprès de la classe ouvrière, veut dire que vient du fait qu'il reconnaît en eux une indépendance, des valeurs qui en font le véhicule privilégié du changement social qu'il appelle de ses voeux. Il considère vraiment la classe ouvrière comme étant solide. Il dit ils sont peut-être bêtes. Bon, il a peut-être mal choisi ses mots, peut-être stupide, mais bon, stupide n'avait pas exactement le même sens. Il dit ils sont peut-être stupides, mais c'est la classe ouvrière qu'il voit toujours, comme on a toujours une plante qui pousse vers le soleil. Ici, ce sont eux, les personnes qui seront le véhicule, le principal véhicule pour l'établissement du socialisme. Et ce n'était pas pour lui simplement une notion romantique. Il a une notion tout à fait réaliste, une compréhension tout à fait réaliste des attitudes de la classe ouvrière. Et il identifie très bien que même s'il ne comprend pas vraiment pourquoi la classe sociale est devenue socialiste, c'est en fait le cas. Il pensait par exemple que la cause de la République espagnole était une cause dans laquelle il a engagé sa vie. Il a été très grièvement blessé, il a reçu une balle dans la gorge dans les tranchées de la guerre civile. Mais il reconnaissait que pour la plus grande partie de la classe ouvrière britannique, ça ne les intéressait pas beaucoup. Pour les militants, les activistes, oui. Mais la classe ouvrière britannique n'était pas vraiment intéressée. Donc, Orwell voyait une grande disparité entre ce qu'il considérait être le potentiel de la classe ouvrière et la réalité sur le terrain. Mais ça, c'est quelque chose qui est vraiment le cas jusqu'à la mort d'Orwell. Comment est-il possible comment devient-il possible pour que la classe ouvrière devienne socialiste? En 1984, on a là en particulier une discussion assez complète sur ce problème du point de vue d'Orwell. Orwell, va se battre en Espagne. Il me semble que son expérience en Espagne constitue la deuxième étape de son développement politique, à la suite de son expérience birmane. En Birmanie, il décide de changer de côté. Et en Espagne, ce qu'il découvre, il découvre qui sont les gens qui sont de son côté. Il découvre ce pourquoi il est pour, après avoir découvert ce pourquoi il était contre. Il voit la classe ouvrière au pouvoir, et en ce qui le concerne, il voit des choses qui ne lui plaisent pas beaucoup, mais il considère que c'est quelque chose qui vaut le coup qu'on se batte pour. Une société révolutionnaire où les gens du bas sont arrivés en haut. Et c'est là vraiment qu'Orwell prend les décisions marquantes de sa vie, qui sont marquantes à la fois pour lui et pour un grand nombre de personnalités de gauche. Ce qu'il découvre en Espagne, ce n'est pas seulement cette sorte non seulement le genre de société qu'il aimerait voir exister, une société d'égalité, de démocratie, de justice, une société socialiste pour ce qui concerne. Ce qu'il découvre également, c'est la reconnaissance que le Parti communiste, avec lequel il avait eu de très forts désaccords, mais qui pensait être du même côté que lui, ce qu'il réalise en Espagne, c'est qu'en fait, le Parti communiste n'est pas du tout de son côté. Et que quand Orwell, qui est vraiment un champion de la vérité, ce qu'il découvre et ce qu'il accepte, c'est que le parti qui est le parti le plus militant, le parti socialiste le plus militant au Royaume-Uni, et qui comprend vraiment l'avant-garde des militants de la classe ouvrière et d'intellectuels de la classe moyenne, est en fait un parti qui ment, qui utilise le mensonge. Et donc il doit faire face à cette situation
que les mensonges ne sont pas seulement le fait de la droite, les barons de la presse, les magnats du cinéma, les bureaucrates. Ce ne sont pas que ces gens-là qui mentent. Il doit aussi se rendre à l'évidence qu'il existe une grande partie de la gauche qui utilise le mensonge systématique de la même manière. Donc c'est quelque chose qu'il étudie. Et qui donne lieu à des échanges assez féroces avec le Parti communiste. Il écrit un pamphlet après la guerre d'Espagne, juste après la guerre d'Espagne, un pamphlet dans lequel, alors je crois que en 1918 ou 1919, il y avait un bref pamphlet qui avait été écrit sur l'histoire de la Révolution russe. Et dans cet essai, dont il avait un exemplaire traduit en anglais, le nom de Staline n'apparaît aucune fois. C'est-à-dire, en 1918-1919, dans l'histoire de la Révolution russe, Staline n'est pas nommé. On parle de Trotsky, Kamenev, Boukharine, il y a d'autres noms, mais on ne parle pas du tout de Staline. Et donc Orwell demande, comment est-ce qu'un membre de base du Parti communiste qu'est-ce qu'il penserait de ce type de document historique? Quelqu'un de la base du PC, quelqu'un qui veut rester un communiste loyal et fidèle. Il y a peu d'options. La première, c'est de supprimer le document. Une histoire de la révolution russe qui ne parle pas de Staline. En tout cas, la littérature communiste de l'époque affirmait qu'il était l'architecte, le co-architecte de la Révolution, et là, un document qui ne le nomme même pas. Il faudrait se débarrasser de ce document, ou l'autre possibilité, c'est de le réécrire pour enlever Trotsky, Boukharine, Kamenev et un certain nombre d'autres, et pour remplacer Joseph Staline comme remplaçant, comme étant une sorte d'individu collectif. Donc ce serait ça la position d'un communiste loyal. Ou alors, il faudrait reconnaître que l'histoire de la révolution que eux-mêmes étaient en train de propager était mensongère. Donc il y eut un échange assez vif avec un des dirigeants du Parti communiste britannique, quelqu'un qui n'a tiré aucun bénéfice d'être devenu un communiste, mais qui a fait de nombreux sacrifices. C'était un poète qui s'appelait Randolph Swindler. Et ce qu'il dit, c'est que ce pamphlet devait être rejeté puisqu'il existait maintenant des informations plus à jour. Et quand on y pense, l'information plus à jour, c'est évidemment les confessions des procès de Moscou. Donc, soit ces gens-là travaillaient pour les services secrets britanniques, allemands ou japonais, en tout cas, à l'époque de ces événements. Et donc, et ensuite, il fut fusillé depuis. Donc, Swindler est en train de légitimer, de manière assez ouverte et définitive, les horreurs des procès de Moscou et les purges qui ont suivi. Et pour un intellectuel de gauche, faire cela était un mensonge d'une telle amplitude qui, en fait, les faisait passer de l'autre côté de la barrière. Moi, personnellement, je suis tout à fait d'accord. Hein. Il me semble que c'est une des grandes tragédies de la gauche du XXe siècle, c'est qu'il y a eu un très grand nombre d'individus désintéressés et sympathiques, et j'en ai connu moi-même personnellement au Royaume-Uni, des gens tout à fait animés par un grand esprit de sacrifice qui ont fait l'apologie de la tyrannie. Et tout ceci pour essayer, dans le cadre de leur trajectoire politique personnelle. Et ça, je trouve ça profondément tragique. Ce qui est important chez Orwell, je dirais, c'est qu'Orwell s'est levé contre ça. Il dit, on nous raconte des mensonges. Certains de ces gens sont dupés, d'autres sont des menteurs invétérés et volontaires. Et contrairement à d'autres à gauche qui en ont tiré la conclusion que le stalinisme était un mensonge, était une tyrannie, contrairement à nombre d'autres, ce que Orwell ne fait pas, c'est repasser de l'autre côté de la barrière, repasser à droite. Si on regarde du point de vue britannique, si on a quelqu'un qui est un intellectuel communiste moyen, on va dire,
On prend Attlee, par exemple, qui est elle épouse un Russe, elle va habiter à Moscou, et inévitablement, pendant les années 30, son mari et elle sont happés par la Grande Terreur. Son mari est arrêté, mais comme elle a gardé son passeport britannique, il y avait d'autres communistes anglais d'ailleurs qui avaient abandonné leur nationalité britannique, mais elle l'avait conservée. C'était Rose Cohen, l'autre qui était connue. Elle meurt en Russie puisqu'elle avait abandonné sa nationalité britannique. Donc Frida Attlee rentre au Royaume-Uni. Elle cherche à trouver du soutien parmi ses camarades pour soutenir son mari et elle devient une non-personne, un non-individu. Elle n'apprend que beaucoup plus tard que son mari, alors qu'elle cherchait à le faire libérer, avait déjà été fusillé, qu'il avait entamé une grève de la faim et qu'il avait été fusillé à cause de ça. Enfin, de toute façon, il aurait été fusillé. Mais ça, elle ne le sait pas, elle ne l'apprend que beaucoup plus tard. Mais ses anciens camarades, pour eux, elle n'existe plus. C'est une personne morte. Mais ce que Attlee fait, c'est qu'elle passe progressivement de l'autre côté de la barrière, vers la droite, et elle devient elle supporte le macartisme aux États-Unis. Elle devient assez virulente. Certains disent même qu'elle est allée aussi loin qu'à flirter avec les révisionnistes. Mais en tout cas, elle devient un individu tout à fait désagréable. Mais elle est projetée dans ce chemin-là par sa réponse personnelle au stalinisme. Je crois qu'il est très important, en tout cas pour moi personnellement c'est le cas, il est très important de voir que Orwell ne suit pas ce chemin-là. Orwell reste profondément ancré à gauche, avec un engagement très profond sur ce qu'il considère comme étant les mensonges staliniens. Il cherche à vaincre ces mensonges par la gauche. Il dit qu'il n'est pas un conservateur, il le réaffirme. À un moment, on lui demande de rentrer dans un comité qui s'oppose à l'occupation russe de l'Europe orientale, et Orwell refuse, parce que, comme il le dit lui-même, il dit « Je suis un homme de gauche », et ce comité n'a aucune intention de condamner l'occupation britannique de l'Inde. Je ne suis donc pas prêt à condamner l'occupation russe de la Pologne dans la même pièce que des gens qui ne sont pas prêts eux-mêmes à condamner l'occupation britannique de l'Inde. Et pour ce qui me concerne, ces deux choses sont tout à fait similaires. Donc Orwell dit très clairement qu'il reste un homme de gauche et que sa lutte contre les mensonges de l'ère stalinienne est quelque chose qu'il continue à faire sur la gauche pour essayer de reconstruire un mouvement socialiste authentique qui ait la capacité de bouger et de s'orienter vers la construction d'États-Unis européens socialistes. Et c'est là qu'Orwell devient important. C'est une figure intéressante. Si Orwell n'avait jamais pris cette position, s'il avait suivi une trajectoire différente, il resterait un personnage très intéressant puisque il aurait été remarqué, il prend vraiment des positions très fortes et très déterminées et je pense que c'est ça qui vraiment en fait quelqu'un d'unique, c'est qu'il reste vraiment fidèle à la cause socialiste mais pourtant est tout à fait inébranlable dans sa condamnation du stalinisme. Orwell commet des erreurs, bien sûr. C'est un homme imparfait, il commet des erreurs. Vous le savez, il participe avec la propagande, l'agence de propagande du gouvernement britannique, une agence mise en place par le gouvernement travailliste. Et je pense que Orwell lui accorde le bénéfice du doute. Mais en tout cas, il y participe et c'est plutôt pas très sympathique. À mon sens, c'est quand même pas vraiment quelque chose qu'Orwell aurait dû faire. Mais bon, en même temps, Orwell a pris des positions très fortes contre une tentation macartiste au Royaume-Uni. Il défend par exemple
les droits, les libertés des membres du Parti communiste britannique. Et il faut dire que les membres du Parti communiste n'ont absolument pas cherché à défendre les droits des anarchistes ou des trotskistes ou de personnes qui se trouvaient, de mouvements qui se trouvaient à leur gauche. Et Orwell a donc mis en place un comité avec d'autres pour défendre les droits de l'extrême gauche, ce que le Parti communiste britannique refusait de faire au sein du Conseil national pour les libertés publiques. Il y a une autre façon de voir ça également, c'est que Orwell, sur son lit de mort, a signé un certain nombre de pétitions pour soutenir des prisonniers républicains espagnols. Franco continuait à exécuter des républicains après la Deuxième Guerre mondiale, et Orwell a participé à des groupements avec un certain nombre d'intellectuels, dont des intellectuels français, pour prendre position contre la répression franquiste. En fait, ce que je cherche à dire, c'est que Orwell était prêt à défendre des communistes espagnols, était prêt à s'opposer à l'exécution de communistes espagnols par Franco. Ça, c'est une position très forte qu'il a prise. Ce n'est pas quelqu'un qui avait décidé que parce que Franco était anticommuniste dans le monde, qu'il fallait absolument oublier ce que Franco avait fait et donc le faire rentrer dans le cercle du monde libre, comme d'autres gouvernements l'avaient fait. Et donc, il s'est engagé très fortement dans la défense des communistes espagnols. Les communistes britanniques l'ont fait aussi, mais en même temps, on avait les purges titistes qui avaient lieu. Tout communiste qui était suspect d'être un titiste dans l'ensemble de l'Europe de l'Est était sujet à l'arrestation. Un grand nombre ont disparu dans des camps de travail et un grand nombre ont été fusillés ou exécutés. Je crois qu'il y avait un communiste tchèque, me semble-t-il, qui a été exécuté, qu'il avait nommé, qui avait dit qu'il avait recruté Noel Coward, qui était une sorte de Sacha Guitry britannique. Et donc l'impression qu'on avait, c'était qu'il était en train de donner des noms qu'il ne pouvait pas attraper. C'est-à-dire qu'il fallait donner des noms à la police secrète, à des gens qui évidemment complètement invraisemblables, qui ne pourraient pas être capturés. Et donc évidemment, ces gens-là étaient torturés. Et Orwell a condamné cela très fortement. Il a condamné l'exécution de communistes à la fois par Franco et par Staline, alors que les membres du Parti communiste britannique ne condamnaient évidemment que les exécutions franquistes. Il est important de remarquer également que si jamais le Parti communiste britannique était venu au pouvoir, si l'on regarde la manière dont fonctionnaient les partis communistes à l'Est, un grand nombre des communistes intellectuels avec lesquels Orwell avait croisé le fer se seraient retrouvés dans les geôles à côté de lui, puisque ils n'étaient pas fiables, ils n'auraient pas été fiables intellectuellement, même s'ils s'étaient complètement soumis au communisme. Si on regarde ce qui s'est passé en Europe de l'Est, ces gens ont été arrêtés, ils ont été torturés pour faire des aveux, se sont trouvés en camp de travail ou sont morts. Donc ça, c'est vraiment l'une des grandes ironies, c'est que les gens qui défendaient le stalinisme en Europe de l'Ouest en auraient sans doute été les premières victimes si jamais il était venu au pouvoir en dehors d'Europe de l'Est. Et maintenant, si l'on regarde 1984, si on regarde La ferme des animaux et 1984, les deux romans anticommunistes d'Orwell, ce sont des œuvres qui ont été phagocytées, reprises à leur compte par la droite conservatrice, alors que Orwell n'avait lui-même jamais quitté la gauche. Et après sa mort, ses livres ont été récupérés. Et cette récupération est rendue possible par le fait qu'une très grande partie de la gauche était restée, avait conservé son soutien très ferme pour le stalinisme, pour le communisme soviétique. Et dans les années 50, dans les années 60, La ferme des animaux est décrit comme étant un livre anti-révolutionnaire plutôt qu'un livre anti-trahison de la Révolution, qui pourtant est à mon sens beaucoup plus exact. Mais si l'on regarde 1984, qui nous présente une vision très sombre du stalinisme, à mon sens,
elle présente aussi une tentative assez intéressante de présenter la classe ouvrière sous un jour qui la présente sous un jour comme ayant la capacité d'aller de l'avant et de devenir une classe en soi-même capable de prendre ses propres décisions. Alors qu'avant la révolution industrielle, il existait un monde dans lequel il était impossible, compte tenu de l'état des rapports de production, il était impossible que tout le monde jouisse de conditions de vie confortables dans une société pré-industrielle. Ce qu'Orwell nous explique, c'est que dans la société dans laquelle lui vivait, c'était devenu possible. Il était devenu possible pour que tout un chacun puisse avoir une vie confortable. Et c'était de manière artificielle et délibérée que l'on ne permettait pas aux gens d'avoir un mode de vie confortable pour des raisons de contrôle social et de décisions prises par les élites pour empêcher. Et donc on utilisait des moyens délibérés pour empêcher cette extension du bien-être. Et là, l'idée de base, c'est est-ce que la classe ouvrière peut se rebeller avant de devenir consciente, ou doit-elle être consciente avant de pouvoir se rebeller? Et ça, c'est une question qu'il pose, une question qu'il ne résout pas, certes, mais ce qu'il en dit, c'est que la classe ouvrière est maintenue dans une condition d'ignorance volontaire par un État stalinien, par la terreur policière. Dans une société capitaliste, c'est moins des méthodes de terreur, mais en tout cas, c'est un contrôle des médias, un contrôle de l'opinion. Et ça, c'est le défi auquel fait face la classe ouvrière, c'est le défi à résoudre. Et en 1984, à la fin, quand il regarde par la fenêtre cette femme de la classe ouvrière qui chante en étendant son linge, il dit à la fin « L'espoir est dans les prolos ». Et un dernier point, il y a un livre récent d'un universitaire américain sur Orwell qui a montré la manière dont le premier film, le premier dessin animé de la ferme des animaux a été financé par la CIA. La CIA a financé le film. Ils ont aussi financé un conseiller, comme ils en ont l'habitude, pour bien s'assurer que le scénario collait bien avec leur vision, comment dirait-on, avec leurs préoccupations particulières, on va dire. Et ce qui est amusant, c'est qu'ils ont insisté, par exemple, que Snowball, que Boule de Neige, devait être aussi mauvais que Napoléon. Et il fallait que ce soit tout à fait clair que si Boule de Neige était venu au pouvoir, la ferme aurait été tout aussi mauvaise, il n'y aurait eu aucune différence. Donc ça, c'est la première chose que la CIA a insisté, sur laquelle la CIA a insisté. La deuxième chose, c'est qu'il n'y avait que la ferme de Farmer Jones qui était une mauvaise ferme, et que dans toutes les autres fermes, les animaux étaient heureux, et c'était Jones qui était un mauvais fermier, alors que tous les autres fermiers étaient des gars tout à fait sympas, qui faisaient fonctionner leur ferme d'une manière qui était tout à fait excellente pour les animaux. Et la CIA a également insisté très lourdement pour quand on a la fameuse scène finale où les animaux regardent par la fenêtre et on confond les hommes et les porcs et les hommes. Je crois que c'est l'épisode vraiment du roman qui établit le fait qu'elle soit tout à fait, qu'il soit très controversé, qu'il soit très sévère. Et en fait, là, on confond le fermier Jones et les porcs et fermier Jones. Donc on ne pouvait pas avoir une critique qui s'applique à l'ensemble des fermiers. Donc je suis sûr que Orwell aurait sans doute apprécié l'ironie du fait que son roman était tombé entre les mains du ministère de la Vérité de l'époque. Et en fait avait servi d'outil de subversion contre son intention d'origine. Merci à John Huizinga. Nous allons avoir 10 minutes pour des questions, interventions. Vous pouvez intervenir en anglais ou en français. On traduira, si vous intervenez en français, on traduira vos questions à John Huizinga.
Bonjour, je vais poser en français si ça ne vous dérange pas. J'ai beaucoup aimé votre livre sur Orwell. Ce que j'ai bien aimé dans votre livre notamment, c'est que vous montrez effectivement qu'à certains moments, Orwell, même s'il est très attaché à la vérité et à traquer les mensonges, comme vous l'avez dit aujourd'hui, peut aussi se tromper. Et notamment, ce qui m'a frappé, c'est les moments où il se trompe le plus, peut-être, c'est pendant la guerre. Et c'est à des moments où, en fait, il pense que la révolution peut quand même arriver en Angleterre, et donc il guette un peu chaque mouvement social ou chaque mesure qui pourrait être détournée dans un sens favorable à la révolution. Et en fait, par rapport à la discussion de ce matin, à des questions qui ont déjà été posées, c'est est-ce qu'en fin de compte, c'est pas cet aveuglement partiel aussi sur la possibilité d'une révolution qui fait qu'il continue à écrire? Est-ce qu'en quelque sorte, s'il peut être très attaché à la vérité sur certains points, il n'est pas aussi en partie aveuglé lorsqu'il s'agit de l'espoir d'une révolution à venir? Est-ce que c'est pas cet aveuglement qui permet de continuer à écrire? Je crois que certainement il pensait qu'il allait y avoir une révolution au Royaume-Uni en 40 ou 41. Et la manière dont il explique ça, c'est que la seule manière pour la Grande-Bretagne de gagner la guerre, c'est d'avoir une révolution socialiste, et que s'il n'y a pas de révolution socialiste, soit l'Angleterre soit conquise par les nazis, soit elle se rendra. Il n'était pas seul d'avoir cette opinion. Il y avait en fait, pas la majorité certes, mais un grand nombre de gens pensaient à peu près la même chose. Et il me semble que c'est un point important, ça indique quelque chose d'important. Il faut jamais oublier que quelles que soient les opinions d'Orwell, même quand il était en très faible minorité, il n'était jamais le seul à avoir la même opinion. Peut-être que je n'ai pas assez clarifié dans ce que je vous expliquais tout à l'heure, mais Orwell ne trouvait pas ses idées, c'était pas un génie qui trouvait ses idées dans l'éther des opinions. C'était des idées qui étaient développées par la discussion et l'interaction avec d'autres individus. Et donc ce qu'on obtient là, c'est la reconnaissance avec l'entrée de l'URSS et des USA dans la guerre que l'équilibre des forces avait changé et que maintenant il n'y aurait peut-être plus besoin d'une révolution socialiste. Et il interprète ça comme renforçant le pouvoir des droites. Et la conséquence de cela, c'est la répression contre le mouvement du Congrès en Inde, qui était le mouvement indépendantiste nationaliste en Inde. Et là, l'Empire britannique a utilisé plus de troupes pour réprimer le mouvement indien, indépendantiste indien, qu'il n'utilisait contre le Japon à la même époque. Et il me semble que votre question, c'est est-ce que Orwell renonce à la possibilité de la révolution? Est-ce que les forces qui sont en faveur de la révolution socialiste sont maintenant trop faibles pour pouvoir amener le projet jusqu'à son bout et que donc il croit qu'un gouvernement travailliste, qui serait peut-être pas un gouvernement socialiste, pourrait sans doute faire passer un certain nombre de réformes qui pourraient bénéficier à l'homme de la rue, aux gens ordinaires. Il y a eu un programme de réforme d'un gouvernement travailliste à l'époque. Et Orwell était tout à fait prêt à raisonner en termes du moindre mal. Évidemment, il continuait à espérer l'avènement du socialisme, mais de voir un gouvernement travailliste créer les prémices de la sécurité sociale, et je pense qu'il a eu tout à fait raison, qu'il était tout à fait prêt à soutenir cela, et ça devient un peu son opinion dominante. Mais moi, je dirais que même en considérant un gouvernement travailliste comme étant probablement le plus positif pour la Grande-Bretagne, il continue à dialoguer avec des anarchistes, des socialistes indépendants, des trotskistes. Il est toujours influencé par leur point de vue, mais on est là dans le royaume de l'espoir plus que dans le royaume de la réalité, parce que là, on a un gouvernement réformiste, tout bonnement.
À mon sens, personnellement, je pense que la réalité du réformisme lui fait commettre des erreurs dans ses relations avec l'IRD. Je crois que quand on regarde la base de ses convictions socialistes, elle n'a pas bougé, elle est intacte. Évidemment, il fait des pas vers le réformisme, mais il ne fait aucune concession au stalinisme. Et là, je crois que c'est quelqu'un qui vit une époque très difficile. Et je crois qu'en gros, sa boussole morale demeure intacte à travers des époques très difficiles, à des époques où de très nombreux autres intellectuels, d'autres personnes se sont vraiment très largement trompés. Et Orwell réussit à ne pas faire ça. Je voudrais vous demander, vous parlez d'un individu décent. Comment est-ce que ce concept de decency, de décence, apparaît dans son œuvre et quels sont les philosophes qui l'ont inspiré? Oui, je voudrais savoir si vous pouviez nous dire quelque chose. Comment est-il arrivé au concept de la decency et quels sont les philosophes qui l'ont inspiré? Orwell lisait beaucoup. Il lisait énormément, mais il ne lisait pas, il n'avait pas de formation universitaire à la lecture. Et je pense que si on regarde les différentes influences d'Orwell, on a vraiment une très large palette. On a certains travaux universitaires, d'autres non universitaires. Si l'on regarde par exemple le monde tel qu'il existe en 1984, là Orwell est influencé en termes de la construction de ce monde par tout un tas d'écrivains de fiction. On a Jack London, Zemiatin, on a Huxley, mais il emprunte aussi d'un certain nombre d'écrivains politiques, Franz Borkenau, qui a été publié en Angleterre, mais aussi il est assez influencé par des trotskistes américains dissidents. Donc on a vraiment toute une gamme d'influences tout au long de sa vie. Il a assimilé de très grande quantité d'informations et les a prises à son compte. Alors je ne sais pas si on peut identifier des influences dominantes. Il me semble que je voudrais pas plagier, je voudrais pas utiliser le mot plagier, mais il sait reprendre à son compte un certain nombre d'idées qu'il considère comme étant utiles pour la lutte. Donc je ne suis pas particulièrement sûr qu'on puisse identifier des influences dominantes, prépondérantes. Alors je ne sais pas comment les études universitaires d'Orwell vont fonctionner dans l'avenir, mais il s'agit en fait peut-être d'examiner le milieu dans lequel il évoluait de manière plus précise. Mais là on parle de milieux intellectuels plutôt que d'individus bien identifiés ou bien déterminés. Une dernière question ou intervention peut-être? On vous apporte le micro. De manière assez prévisible, j'aimerais vous demander si George Orwell s'est intéressé à la version chinoise du socialisme. Et s'il était en vie aujourd'hui, que penserait-il du concept de l'économie socialiste de marché? Alors ça, je dois bien vous avouer que je n'ai pas vu la moindre discussion chez Orwell du communisme chinois. Je n'ai pas l'impression que c'était vraiment dans son champ de vision, sur son écran radar. Peut-être que s'il avait vécu un peu plus longtemps, il en aurait été plus conscient, mais je pense que lui, ce qui l'intéressait principalement, c'était l'URSS et l'Europe de l'Est et le Parti communiste britannique. Je ne pense pas que le communisme chinois
est vraiment quelque chose qu'il ait pu considérer. Après tout, il est mort trop tôt. Mais qu'en penserait-il aujourd'hui? Moi, je pense qu'il penserait la même chose que moi. Mais comment savoir? Moi, personnellement, il me semble que le principe de base chez Orwell, c'est la manière dont il s'identifie avec le perdant, avec l'outsider, avec le petit. Et donc, la question qu'il poserait, c'est « Mais quelle est la situation des gens ordinaires ?» Alors après, à vous de décider quelle conclusion il tirerait de tout cela. Bon, évidemment, peut-être qu'il aurait changé, peut-être qu'il aurait dit que finalement, il se moquait bien de ce qui pouvait arriver aux petits dans le monde. Mais si on regarde sa vie dans son ensemble, je crois qu'il conserve toujours une préoccupation essentielle sur la vie et le sort des petits. Et je pense que c'est de cela qu'on pourrait tirer des conclusions. Mais c'est mon opinion, elle n'engage que moi. C'est en fait son souci permanent de la manière, de la condition des petits. Et je vois ça comme étant un reflet de son rejet du capitalisme et du stalinisme. Question, encore le temps pour une question ou une oui. Bon, bonjour monsieur, bonjour à tous. Petite question peut-être d'actualité par rapport à Orwell. Qu'est-ce que vous pensez, quelle serait son opinion, selon vous, du régime actuel au Venezuela avec Chavez? Est-ce qu'il irait voir là-bas pour voir comment ça se passe, tout ça? Voilà, c'est ma question. Dans les médias britanniques, Chavez est souvent décrit comme étant un dictateur. Enfin, pas souvent, tout le temps. Il est toujours décrit comme étant un dictateur. Mais pourtant, si on regarde les élections, ce qu'on constate, c'est que Chavez a un pluralisme bien plus large que n'importe quel gouvernement britannique de mémoire d'homme. Parce que généralement, les gouvernements britanniques sont élus avec une très petite part du vote. Alors que lui en a plus et on parle de lui comme étant un dictateur. Il est difficile de savoir ce qu'Orwell en aurait pensé, mais il me semble qu'on peut appliquer un certain nombre de principes qu'Orwell appliquait lui-même quand il était en vie. Je pense que Orwell ne croirait pas ce qu'en disent les médias et il voudrait le découvrir lui-même. Et donc on aurait pu espérer qu'en lisant ce qu'on dit de Chavez dans les journaux, il serait sceptique. Sont-ils encore en train de mentir ou est-ce que par miracle ils ont enfin décidé de dire la vérité? Mais comme je l'ai dit avant, là il serait probablement très très vieux. Il se dirait probablement « Ouh là là, je suis trop vieux pour ça ». Mais ça c'est le principe orwellien. Il aurait envie d'aller au-delà de ce que racontent les journaux et aller en avoir le cœur net. Une autre question, oui. Vous avez parlé juste avant de Zamyatin. Je me demandais s'ils s'étaient rencontrés. C'est pas entièrement improbable puisqu'il a vécu en Angleterre pendant un certain temps. Je me demandais juste si ils s'étaient rencontrés et si oui, si l'on savait ce qu'ils s'étaient raconté. Eh bien non, ils ne se sont jamais rencontrés. Zamyatin habitait à Newcastle, où il a fait des études d'ingénieur. Ils ne se sont jamais rencontrés, mais Orwell l'admirait énormément, admirait énormément son travail. Je ne pense pas que 1984, je crois que c'est une œuvre en soi, mais on voit très clairement l'influence de Zamyatin dans 1984. Mais ils ne se sont pas rencontrés. Zamyatin a publié dans les années 20. Et effectivement, il y a des parallèles avec 1984. Oui, il a été influencé par le talent de fer de Jack London, par
le Nouveau Monde d'Huxley. Il a dit être influencé par un dessinateur de bande dessinée anglais, mais il ne fait aucun doute qu'Orwell est quelqu'un qui a absorbé un très grand nombre d'influences pour former sa propre œuvre. Et peut-être que d'autres ont produit des œuvres qui portent l'empreinte, une sorte de vol, qui ont volé. Mais moi, je pense que Orwell, malgré ses différentes influences, est tout à fait valide en lui-même. Moi, je suis évidemment un grand admirateur de Zamiatin, et vous aussi, j'ai l'impression. Oui, il y avait également une possibilité de rencontre à Paris. Quand il a passé 1 ou 2 ans à Paris, je pense que s'ils s'étaient rencontrés, Orwell en aurait parlé quelque part. Et il ne reste pas la moindre trace. C'est vrai que ce serait sympathique, mais il n'existe pas de preuve qu'ils se soient jamais rencontrés. Nous allons remercier, je crois, John Huizinga. John Huizinga. Using it.